24 heures après l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI à Kidal, les réactions d'indignation fusent de partout. Le gouvernement nigérien autorise la totalité des nouveaux bacheliers à s'inscrire au niveau des universités du pays pour l'année académique 2013-2014. C'est ce qui ressort d'un point de presse du ministre en charge de l'enseignement supérieur que vous suivrez en partie magazine de ce journal. Un échographe et un fauteuil dentaire munis de leurs accessoires mis à la disposition de l'hôpital régional poudrière de Niamey par la première dame, Dr Malika Issoufou. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec ce communiqué. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger a appris avec une très profonde consternation l'enlèvement suivi du large assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, deux journalistes de Radio France Internationale à Kidal. Les autorités nigériennes attachées à la défense de tous les droits, dont le droit à l'information, condamnent fermement ce crime odieux commis contre deux journalistes dans l'exercice de ce noble métier. En cette douloureuse circonstance, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur adresse au nom du gouvernement et du peuple nigérien ses condoléances les plus émues au gouvernement et au peuple français, à tous les journalistes de Radio France Internationale ainsi qu'aux familles des disparus si durement éprouvées. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur réitère la détermination des autorités nigériennes à poursuivre le combat contre le terrorisme sous toutes ses formes. Et 24 heures après l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI à Kidal dans le Nord Mali, les réactions d'indignation fusent de partout. À Bamako, on réclame l'ouverture d'une enquête pour retrouver et sanctionner les auteurs de ce double assassinat. Récit Anne-Christine Roth. Alexis Calambri met le point final à son éditorial. Demain, il sera consacré à l'assassinat des deux journalistes de RFI à Kidal. Dans ce journal de Bamako, c'est l'indignation qui domine. C'est vraiment une forte interpellation pour les autorités maliennes, des journalistes qui viennent mourir chez nous, juste dans leur quête d'information. Il faut que l'État prenne désormais ses responsabilités, que la loi de la République s'exerce sur l'étendue de la République. Il ne peut pas avoir d'exception, il ne peut pas avoir de no man's land. 24 heures après le drame, beaucoup de zones d'ombre demeurent. Seule certitude, Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été kidnappés en plein jour devant le domicile d'Amberi Al-Guissa, un responsable du MNLA qu'ils venaient d'interviewer. Leur ravisseur parlait tamashek, la langue touareg. Malgré le barrage à l'entrée de la ville et l'alerte donnée immédiatement, le commando parvient à sortir de Kidal. Le corps des journalistes est retrouvé à 12 km de là, abattu de plusieurs balles. Par qui? Pourquoi? Et surtout, comment un tel enlèvement a-t-il pu se produire malgré la présence, dans ce bastion touareg, de troupes de la MINUSMA, de soldats maliens et d'hommes de l'opération Serval? Autant de questions sans réponse. Christine Muraté est journaliste à RFI. Elle prépare avec Ghislaine Dupont et Claude Verlon une journée spéciale Mali. C'était entendre les Maliens, entendre les attentes des Maliens, leurs espoirs aujourd'hui. Ghislaine n'avait pas choisi la partie la plus facile. Elle était à Kidal avec Claude pour justement essayer de comprendre ce qui se passait dans cette terre extrême du Nord Mali. Voilà. De son côté, le gouvernement malien a immédiatement réagi, condamnant fermement ces deux assassinats. Après donc l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le personnel de Radio France Internationale et le gouvernement français sont sous le choc. La France réclame une enquête pour faire la lumière sur cet acte odieux. François Bader. Une rédaction sous le choc. Ce matin, le service de sécurité de RFI maintenait à l'extérieur les journalistes venus prendre des réactions après la mort de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Mais la directrice de la radio est descendue pour remercier la presse d'être là. Je pense que la presse entière est affectée, la presse française et internationale aussi. Nous avons des témoignages qui viennent du monde entier, est affectée par ce drame. Dans l'exercice de nos métiers, un métier à risque, mais
un métier qui ne vaut pas d'y laisser la vie. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est venu soutenir les journalistes de RFI atterrés par cette nouvelle. De nombreux auditeurs africains ont également témoigné de leur solidarité sur une adresse internet. Un peu plus tôt dans la matinée, Laurent Fabius était à l'Élysée avec d'autres ministres chargés des suites de ces assassinats. Le président français a donné des instructions pour retrouver les responsables de ce crime, qualifié d'abject et de révoltant. C'est un double crime. C'est un crime contre des personnes qui, je le répète, ont été froidement assassinées dans des conditions odieuses. Mais c'est aussi un crime contre la liberté d'informer et d'être informé. Le président François Hollande a également reçu les responsables de RFI qui ne veulent pas baisser les bras face à la barbarie. L'émission spéciale en préparation au Mali a été annulée, mais d'autres journalistes restent sur place pour informer. Si nous n'allons plus sur le terrain, si de loin on se contente de dépêches, alors où est le métier? Alors oui, il faut parfois prendre des risques. Sincèrement, ni Ghislaine ni Claude n'étaient des têtes brûlées. Ils n'ont pris aucun risque inconsidéré. Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, étaient deux journalistes extrêmement aguerris, spécialistes de l'Afrique et des zones de conflit. Leur assassinat n'a pas été pour l'instant revendiqué. Ici à Niamey, la première dame, Dr Malika Issoufou, vient de mettre à la disposition du centre hospitalier régional Poudrière du Niamey un échographe et un fauteuil dentaire muni de leurs accessoires, matériel médical réceptionné ce matin par le directeur du hôpital, compte rendu Rabi Bako et Askou Jibril. Composé d'un échographe et d'un fauteuil dentaire, ce don de la première dame, Dr Malika Issoufou, fait suite à une requête que le centre hospitalier régional Poudrière a adressée à la fondation Tatali Yali. Et vient ainsi combler un vide au niveau de ce centre qui ne dispose que d'un seul fauteuil dentaire pour 4 chirurgiens avec une moyenne de consultation mensuelle de 500 patients. Il s'agit d'un fauteuil dentaire et ses accessoires complets et ses accessoires, et aussi d'un échographe en gynécologie qui est destiné à la maternité justement du hôpital du district. Et nous pensons que ce matériel sera bien utilisé au profit justement de tous les patients et que beaucoup de soins seront portés justement à l'entretien de ce matériel. Ce don vient donc à point nommé et constitue un soulagement pour les praticiens. C'est à mon nom et au nom du personnel de l'hôpital et de tous les patients de la région de Niamey, nos remerciements et notre profonde gratitude à la première dame, à la personne de Dr Malika Issoufou, qui a su répondre promptement à notre requête. Nous savions qu'elle s'est toujours intéressée au tandem, au couple mère-enfant. À travers ce geste, Dr Malika Issoufou réitère une fois de plus son engagement à œuvrer pour l'amélioration de la santé des populations nigériennes en général et le bien-être de la femme et de l'enfant en particulier. En marge du regroupement des éleveurs à Akadané, dans le département de Bermo, le directeur du cabinet adjoint du président de la République, Ibrahim Yacouba, est allé constater de visu les dégâts causés par les feux de brousse. Ibrahim Yacouba à l'issue de cette visite. Rien que par les chiffres des dégâts, on mesure l'énormité de ce qui a été fait ici. Il m'a été indiqué que c'est plus de 22 000 hectares qui ont été brûlés sur 36 km de long et 12 de large, et quelques animaux qui ont été attaqués par le feu. Donc il s'agit vraiment d'un désastre. Et la situation est d'autant plus désastreuse que nous sommes en zone pastorale où l'élevage ne prospère que par le pâturage qui existe. Or, ce feu a vraiment détruit une grande partie de notre pâturage. C'est donc une situation très difficile pour les éleveurs qui sont ici. Et c'est pourquoi les autorités ont été dès le départ aux côtés de ces populations et ont fait et créé la mobilisation pour que ce feu-là soit éteint le plus rapidement possible. Mais les dégâts sont énormes. Il s'agit pour nous ici de dire notre solidarité, mais surtout d'appeler les habitants de ces zones-là à avoir des pratiques et des comportements qui sont plus adéquats. L'essentiel des feux qui
naissent dans ces zones-là sont souvent liés au comportement ou à la négligence des habitants qui y sont. Or, les dégâts, comme vous avez vu, sont importants. Donc, je voudrais vraiment appeler les autorités et les citoyens, les organisations non gouvernementales à travailler ensemble pour sensibiliser et responsabiliser les habitants pour préserver le pâturage. C'est vraiment notre source de richesse ici et il faut que chacun travaille pour préserver ça. Je sais que les autorités compétentes vont déployer le complément aliment bétail nécessaire pour soutenir les éleveurs. Mais en tout cas, je souhaite que nous ayons des comportements qui réduisent les risques au maximum dans ces zones-là. Je reçois sur ce plateau le premier vice-président du Conseil islamique du Niger, professeur Mohamed Ahmadou Chafiou. Professeur, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Professeur, vous avez une déclaration à faire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Une déclaration concernant la nouvelle année, c'est-à-dire musulmane. Allez-y, professeur. D'accord, merci. Bismillahirrahmanirrahim. Objet, déclaration du Conseil islamique du Niger, CIN, à l'occasion du début de la nouvelle année lunaire musulman 1435 de l'Hégire. Mesdames et messieurs, le Conseil islamique du Niger a l'honneur de faire la présente déclaration pour rappeler au peuple nigérien musulman que la journée du mardi 5 novembre 2013 correspond au premier jour du mois du Muharram, qui est le premier mois de la nouvelle année 1435 du calendrier musulman de l'Hégire. À cet effet, il est à souligner que les anciens historiens musulmans avaient précisé que le grand calife Omar ibn al-Khattab, l'un des grands compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et son deuxième calife, avait constaté que tous les grands peuples ont constitué des calendriers leur permettant de préciser les dates des différents événements. Et à cet effet, le grand calife Omar ibn al-Khattab a choisi la date de l'émigration de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine comme début du calendrier lunaire musulman. Cette émigration qui date de l'année 622 du calendrier chrétien. En réalité, pour le début du calendrier lunaire musulman, le grand calife Omar ibn al-Khattab avait choisi cette date de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, car cette occasion constitue la date de la naissance du premier État musulman dans l'histoire. Mesdames et messieurs, étant donné donc tout cela, il est très important que les musulmans s'intéressent beaucoup à la célébration de cette glorieuse histoire de la Ummah islamique, et tout cela pour contribuer à préserver notre identité et notre personnalité culturelle et historique islamique. Car, comme le disent les historiens, je cite, « Le peuple qui ne s'intéresse pas à son histoire et son identité est en réalité un peuple mort. » Fin de citation. À cette heureuse occasion, on doit féliciter l'État nigérien qui a fait de cette occasion un jour d'une fête nationale officielle. Enfin, le Conseil islamique du Niger a l'honneur de féliciter le peuple nigérien ainsi que tous les autres peuples musulmans en priant Allah, le tout miséricordieux, pour qu'il gratifie le peuple nigérien ainsi que toute la Ummah islamique de paix, de concorde, de progrès et de prospérité. Amin.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Conseil islamique du Niger. Merci, professeur, d'être venu. Et conformément aux dispositions instituant les fêtes légales au Niger, la journée du demain lundi 4 novembre 2013 est férié chômé et pays. Et le premier jour de l'an musulman est un jour... Pas demain. Allez-y, oui, allez-y. Après-demain, mardi. On a dit mardi. Ok, donc conformément aux dispositions instituant les fêtes légales au Niger, la journée du mardi 5 novembre, 2013 est férié chômé et pays. Merci, professeur, d'être venu. Le premier jour de l'an musulman est un jour que le musulman doit accueillir et célébrer dans la joie et la communion. Il doit aussi être un jour de rétrospection et de remise en question. Reportage Aïssa Alzouma et Zikir Ali. Conformément au calendrier musulman, nous sommes à la fin du 12e mois appelé Zulhadj de l'an 1434. C'est donc avec ferveur que l'ensemble de la communauté musulmane s'apprête à célébrer le nouvel an correspondant à l'année 1435. Il s'agit d'un grand événement religieux que tout bon musulman doit fêter comme il se doit avec toute la diligence spirituelle que cela requiert. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, nous le demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois est un mois béni, d'où son importance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Afdalu siyam ba'd Ramadan, shahrullah al-Muharram. Compte tenu de l'importance de ce mois, qu'après le jeûne du Ramadan, le mois qui est très bénéfique en gênant, c'est le mois du Muharram, c'est ce mois-là. C'est le mois qui sera bientôt avec nous. En venant à la rencontre de Nouvel An, il faut se faire une autocritique sur le plan religieux. Durant l'année 2013, qu'est-ce que j'ai eu à faire, à pratiquer dans ma religion? Il faut s'auto-évaluer. J'ai bien prié. J'ai appris combien de versets de Coran. Je me suis comporté bien avec mes parents. Je me suis comporté bien avec les orphelins, avec les mendiants, avec les pauvres. Il faudra s'auto-évaluer. Deuxièmement maintenant, c'est la méditation, c'est les prières, les invocations. Parce que c'est des moments, le premier jour, c'est le moment où il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut vraiment faire des bénédictions. Il va sans dire qu'en pareille circonstance, le musulman a une certaine règle de conduite à adopter. Quel comportement adopter vis-à-vis de ce mois? D'abord, la charité, le pardon, l'entraide sociale, l'assistance sociale. Il faut présenter ces doléances à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les doléances? Nous rentrons dans l'avenir. Nous avons des futurs projets. Et pour ce projet-là, il faudra dès maintenant, sur le premier jour, je dois prier Allah subhanahu wa ta'ala. On peut m'inviter tout un vraiment des orphelins, en leur préparant pour qu'ils mangent. C'est comme le 1er janvier. On voit comme les autres, nos collègues fêtent ça. Nous, à notre niveau aussi, nous devons être fiers du mois de Muharram. On doit s'habiller très bien. On doit vraiment préparer, comme je l'ai dit, il faut penser aux orphelins, il faut penser à tes parents, préparer demain, les amener, ah ouais, c'est pour vraiment venir vous souhaiter une bonne année parce que nous entrons dans le nouvel an musulman. Nous devons vraiment faire des gestes, faire des cadeaux. Comme je l'ai dit, il faut s'auto-évaluer. Nous avons des enfants, peut-être qui n'ont pas pu commencer à prendre. Je peux aller acheter du Coran pour mes enfants. Alors, ceux qui n'ont pas vraiment des chapelets, pour vraiment motiver mes enfants. En effet, cela doit être célébré dans la bonne ambiance et la convivialité. Les musulmans doivent se rendre visite et c'est aussi le moment le mieux approprié pour se souhaiter la bonne année de l'ère musulmane. Le premier jour de l'an musulman, c'est donc après-demain, mardi 5 novembre 2013. Et conformément aux dispositions instituant les fêtes légales au Niger, la journée du mardi 5 novembre 2013 est férié chômé et pays. La suite de ce journal, le gouverneur de Zender a rencontré ce matin les représentants
des organisations des jeunes de la ville de Zinder pour échanger avec eux sur leur contribution dans le développement économique et social de la région, compte rendu Sandanatahi et Ali Abdou. Cette réunion avec les organisations de la jeunesse s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres initiée par le gouverneur Kalla Moutari avec les couches socio-professionnelles de la région de Zinder. Elle a apporté sur les rôles et responsabilités de l'État et des jeunes en matière d'épanouissement de cette importante frange de notre population. 47 000 jeunes sans emploi sont actuellement dénombrés dans la seule ville de Zinder selon une enquête de l'UNICEF. La responsabilité de l'État consiste à les former, à les encadrer et à leur trouver des emplois, a souligné le gouverneur de Zinder Kalla Moutari. Mais les jeunes ont eux aussi des devoirs vis-à-vis de la nation. Ils doivent, a-t-il insisté, contribuer à la réussite de tous les programmes initiés et mis en œuvre par le président de la République, Issoufou Mahamadou. D'où la nécessité pour eux de se former et se faire encadrer dans les différents corps de métier pour créer les conditions de leur réinsertion socio-professionnelle, a poursuivi Kalla Moutari. Il s'est par ailleurs réjoui de constater que le mouvement de Fada et Palais pour la promotion des jeunes, MFPPJ, n'est pas synonyme de groupe violent, mais un mouvement de forces vives capable de relever les défis en matière de développement économique et social. Leur comportement et leur détermination même aident à comprendre les ambitions qu'ils nourrissent pour le développement de leur cité. Ils ont, entre autres, suggéré leur réinsertion dans les actions de la sécurisation de la ville de Zinder à travers la création de la police municipale et dans les différents chantiers en cours dans le cadre du programme de renaissance, notamment la construction de salles de classe, des routes, des puits et forages qui font la fierté de la population de Zinder, ont-ils affirmé. Ouverture à Tawa des travaux de la réunion de sensibilisation et de réactivation de la matrice qui fait quoi et où. Une réunion qui va permettre d'harmoniser les interventions de l'État et des partenaires. C'était sous la présence du gouverneur de la région. Les détails avec nos reporters Asma Tijani et Yazrabiou. L'objectif de la présente réunion de sensibilisation est de réactiver la matrice qui fait quoi et où. Elle permettra du coup une meilleure maîtrise des interventions des partenaires humanitaires et de l'État sur le terrain. Cette réunion se tient au moment où la campagne agricole d'hivernage 2013 tire à sa fin avec l'arrêt précoce des pluies, ce qui n'a pas permis aux cultures dans plusieurs zones de la région de boucler leur cycle. Cette situation aura comme conséquence dans les mois à venir l'existence de plusieurs villages ou ménages vulnérables et nécessitera l'intervention de l'État et des partenaires. C'est pourquoi, en réplique à cette situation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence El Issoufou Mahamadou, a conçu l'initiative 3N, les Nigériens plus les Nigériens, dont la mise en œuvre permettra de mettre fin à ce fatalisme qui veut que sécheresse rime avec famine. C'est ici le lieu d'exprimer au président de la République, chef de l'État, au premier ministre, chef de gouvernement et aux partenaires au développement toute la profonde gratitude des populations pour leurs appuis qui ont contribué au renforcement de la sécurité alimentaire dans notre région. À cet effet, je vous demande de faire preuve d'attention soutenue afin que la présente rencontre, dont l'objectif est de savoir qui fait quoi et où, soit l'occasion d'harmoniser les interventions des différents partenaires. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la réunion de sensibilisation et de réactivation de la matrice qui fait quoi et où. La mission conjointe de réactivation de la matrice 3W sillonnera toutes les régions du pays afin de savoir qui fait quoi et où, une manière d'harmoniser les interventions des partenaires dans l'ensemble du pays. Réunion similaire à Dosso sous la présidence du gouverneur de la région. Cette rencontre permettra aux participants d'harmoniser les interventions de l'État et des partenaires humanitaires, compte rendu Hanatou Ali et Moro Abdou. En ouvrant les travaux de l'atelier de la matrice 3W qui fait quoi et où, le gouverneur Seydou Ali Zato a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les participants avant de souligner que l'insécurité alimentaire dans notre pays
touche même au cours des années excédentaires une frange importante de la population nigérienne. C'est pourquoi, en réponse à cette situation, Son Excellence El Haj Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a conçu et mis en œuvre l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, pour mettre fin à l'insécurité alimentaire au Niger et pour que sécheresse ne soit plus synonyme de famine. Aussi, comme on peut le constater, qu'en 2013, la cellule crise alimentaire a appuyé, à l'instar des autres régions, la région de Dosso, par le cash forward pour une enveloppe d'environ 247 millions de francs CFA, la vente des céréales à prix modéré pour 5 779 tonnes et la distribution gratuite ciblée des vivres pour 3 855 tonnes. Avant de terminer ces propos, le gouverneur Seydou Ali Zattaou a demandé aux participants de faire preuve d'attention soutenue pour que la présente rencontre, dont l'objectif essentiel vise à partager et à s'approprier l'outil qui fait quoi et où, soit l'occasion de mutualiser les efforts avec les partenaires pour sa pérennisation dans l'intérêt des populations vulnérables de la région de Dosso. Quant à Mohamed Buhari, chef de la mission, il nous parle de toute l'importance de cette rencontre et surtout ce qu'ils attendent des participants au sortir de cet atelier. L'objet de cette réunion, c'est de permettre au cadre de l'État de maîtriser l'information du niveau local au niveau régional jusqu'au niveau central. Comme vous le savez, avec tout ce qu'il y a comme acteurs sur le terrain, dans le cadre de la réponse humanitaire, il arrive souvent que l'information échappe à l'État. C'est de restaurer, n'est-ce pas, le rôle régalien de l'État dans la maîtrise de l'information. Il faudrait que désormais que seul l'État puisse diffuser. Et à cette pratique que nous voulons mettre fin, il faudrait que l'État, à travers ses cadres, n'est-ce pas, tant du niveau déconcentré qu'au niveau central, puisse assurer ce rôle, à savoir la production, la diffusion de l'information. Désormais, avec la matrice que nous allons mettre à la disposition de nos collègues, on saura réellement ce qui se passe sur le terrain, à savoir les opérateurs et nos partenaires, ceux qui sont là effectivement pour le travail. On va regarder d'une session de formation destinée aux professeurs d'anglais venus des régions de Tawa et d'Agadez. C'était sous la présidence du gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido. Reportage Ibrahim Soumaïla et Nassirou Nakakali. Ils étaient une trentaine de professeurs d'anglais venus de la région de Tawa et d'Agadez à prendre part à cette session de formation pédagogique de l'anglais qui durera 2 jours, organisée par l'association des professeurs d'anglais de la région d'Agadez grâce à l'appui financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. L'objectif principal de cet atelier est le renforcement des capacités en matière pédagogique des professeurs d'anglais de la région d'Agadez et de Tawa. À noter que si cet atelier a pu avoir lieu, c'est en grande partie par les démarches entreprises par le gouverneur de la région d'Agadez auprès de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger, en vue de participer pleinement et sans relâche à la promotion de l'anglais dans les établissements secondaires. Dans son allocution de l'ouverture officielle des travaux de cette session de formation, en présence des secrétaires généraux de la région d'Agadez, le gouverneur de la région d'Agadez s'est adressé aux participants en anglais, une langue qu'il maîtrise parfaitement. Le colonel-major Garba Mekido a fait savoir que l'anglais est la langue universelle mondialement utilisée. C'est pourquoi il a demandé aux participants qui ont en charge l'enseignement de cette langue au niveau des établissements secondaires de tirer le maximum de profit au cours de cette formation. Quant aux représentants des enseignants d'anglais de la région d'Agadez, il a tenu à rappeler aux participants les objectifs de cette formation. M. Chefou Azizou de remercier le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur du développement de l'éducation de la région d'Agadez.
avant d'inviter ses collègues de prêter une oreille attentive aux différents modules qui leur seront dispensés. À noter pour finir, à la demande du gouverneur de la région d'Agadez, la même formation sera dispensée aux professeurs d'anglais du département de Bilma grâce à l'appui des États-Unis d'Amérique. Une éclipse solaire partielle a été observée ce dimanche à Niamey, un phénomène que beaucoup ont observé à l'aide de lunettes spécialisées. Reportage Habibou Garba et Zikra Ali. En ce jour 3 novembre 2013, les spécialistes de la météorologie ont annoncé que la localité de Niamey connaîtra une éclipse solaire de 12h43 à 15h46. En effet, cette éclipse solaire sera partielle, car il n'y aura pas d'obscurité. Voilà le schéma. On va commencer ici, sur l'Atlantique. Il va commencer par l'annulaire et la suite, il va continuer par total. Donc toute la trace là, c'est sur la mer. Il n'y a aucun continent jusqu'ici qui est concerné par même le Cap Vert qui est là. C'est à 500 km que ça va passer. Maintenant, il va attaquer l'Afrique par le Gabon. Donc 200 km de bande sur le Gabon, c'est là dans l'obscurité. Il va traverser le Gabon pour passer au Congo, et Congo-Brazza. Après, il y a le RDC, Congo. Après, il va aller en Ouganda. Après, il va passer par le nord du Kenya. Et après, il va finir sa course pour l'éclipse totale sur le site de l'Éthiopie. Voilà donc la bande, la petite bande là que vous allez voir. C'est ça qu'on a en 2006. En 2006, c'est passé comme ça. Cette bande-là, c'est passé comme ça, c'est rentré comme ça. Mais nous, on aura 3 heures de temps. Nous, on aura 3 heures de temps d'éclipse, mais partielle. C'est pas noir. Pour être au cœur de l'événement, des verres spéciaux sont conseillés par les techniciens. Des verres dénommés Special Sky and Espace. Lorsqu'il y a une éclipse de soleil, ce n'est pas prudent de regarder directement le phénomène sans protection, parce qu'il y a des rayonnements qui ne sont pas bons, qui sont nocifs pour les yeux. Donc c'est pourquoi il faut utiliser ces lunettes spéciales pour pouvoir les observer sans pour autant abîmer ses yeux. Ils sont en train de s'approvisionner, le stock est pratiquement épuisé. Pour être effectivement au cœur de cet événement grandiose, ils sont nombreux les gens qui se sont procurés de ces lunettes spéciales recommandées pour mieux observer l'événement et être à l'abri d'un éventuel problème de vision. C'est un événement un peu exceptionnel qui vient beaucoup d'années après. Je suis là pour payer une lunette qui me permet en fait de visionner l'éclipse solaire. C'est un événement qui se passe en fait peut-être une fois dans la vie, on ne sait jamais. Donc c'est le moment en fait de prendre des lunettes adaptées pour visionner et puis pour ne pas avoir de problème des yeux. Je me suis dit que bon, comme c'est pas chaque jour quoi, et puis c'est quelque chose vraiment qu'il faut vraiment suivre de près. C'est pour cela que je me suis décidé de payer les verres à 1200. L'éclipse solaire est un phénomène naturel qui se manifeste de manière circonstancielle. Aussi faut-il dire qu'à côté de ce phénomène s'est développé un commerce, celui de la vente de lunettes spéciales Sky and Espace, une véritable aubaine pour les pharmaciens, pour qui la visibilité a été beaucoup plus claire, au vu des bénéfices engrangés par la vente de ces lunettes de soleil. On ne le dira jamais assez, ces cas d'accident devenus monnaie courante à Niamey. Et le phénomène est tel que l'on est en droit de se poser la question de savoir qui doit être au volant d'un véhicule. En voici des exemples survenus il y a quelques heures. Récit Soufkodo. Que faut-il faire? Quelle panacée pour ce fléau qui ne cesse de s'accroître, hélas, écourtant ainsi la vie de nombreuses personnes. Niamey, et c'est malheureusement reconnu, est devenu le Far West en matière d'accidents de route. Accidents les plus rocambolesques, les plus invraisemblables, où curieusement, tout conducteur sensé a de la peine de passer de la 2e à la 3e vitesse. Compte tenu de la densité des différents flux, motorisés ou humains, à cela s'ajoutent les distances relativement courtes d'un axe à un autre. Et pourtant, beaucoup sont ceux-là qui roulent à l'aveuglette. Résultat, les statistiques sont formelles, plusieurs cas d'accidents mortels, taux le plus élevé dans la sous-région. Un mal où ni les séminaires, ni les journées de réflexion, ni les sensibilisations n'arrivent pas à juguler, à plus forte raison, les réduire. Cet attroupement ressemblant à des clients devant un maquis est loin d'être cela, ou plutôt un autre client pour le moins insolite s'y est logé. Mais avant
la fin de cette course est perdue. Le véhicule avait passé sur un homme dormant tranquillement. Comme par enchantement, presque dans la même fourche de temps, ce véhicule offrait ces images tout aussi spectaculaires. 4 roues à l'air. Un spectacle qui, à présent, ne met plus personne. C'est le label de Niamey. Le bureau politique national du PNA Al-Oumma s'est réuni en session extraordinaire à l'effet d'examiner la situation sociopolitique de notre pays, la déclaration élue par le secrétaire général du parti, El Haj Yahya Garba. Le bureau politique national du PNA Al-Oumma, profondément touché par cette catastrophe, présente au nom de tous ses militants et militantes ses condoléances attristées aux familles éplorées. À cet effet, nous appelons tous les militants et toutes les militantes à prier pour le repos des âmes des disparus. Le bureau politique national du PNA Al-Oumma salue la courageuse décision du gouvernement de fermer immédiatement tous les camps clandestins appelés localement ghetto d'Agadez et de sanctionner tous les acteurs de ce trafic humain. Par ailleurs, le bureau politique national du PNA Al-Oumma déplore l'événement tragique survenu au Mali avec la mort des 2 journalistes, Ghislaine Dupont et Claude Verlan. Le bureau politique du PNA Al-Oumma présente ses condoléances attristées à la grande famille de la presse et aux familles respectives des journalistes. Le bureau politique national du PNA Al-Oumma a aussi apprécié positivement la gouvernance nigérienne, particulièrement au cours de cette première moitié du mandat du président de la République, son Excellence Issou Mamadou, et exprime toute sa satisfaction à ce sujet. Le PNA Al-Oumma félicite vivement le président de la République, Issou Mamadou, pour toutes les œuvres accomplies sous sa gouvernance, notamment les grands travaux d'aménagement et de bitumage des routes, en particulier les tronçons Tibiri-Dakoro, Niamey-Namaro-Farié et les voies d'accès du 2e pont de Niamey. La poursuite des travaux de construction d'une résidence universitaire de 300 lits et d'un amphithéâtre de 1000 places à la faculté des sciences de la santé. L'amélioration très significative au niveau de la santé. La mise en œuvre effective du programme 3N. L'embellissement et la modernisation de la ville de Niamey à travers le programme Niamey Yala. Le lancement des travaux de construction de l'hôpital de référence, un établissement unique à son genre dans la sous-région. Le dernier grand succès, et non de moindre, c'est l'opération de libération des 4 otages français, enlevés le 16 septembre 2010 à Arlit. Ces 4 travailleurs de la société française du nucléaire Areva viennent de recouvrer leur liberté grâce aux efforts déployés par le président de la République, son Excellence Issou Mamadou. Les démarches qu'il a engagées jusqu'à l'obtention de la libération de ces 4 Français ont été reconnues et saluées par la communauté internationale toute entière, la communauté française et son président François Hollande, ainsi que les membres de la famille de ces otages désormais libres. L'aboutissement heureux de ces négociations démontre, une fois de plus, la perspicacité de notre diplomatie. De plus, ce résultat a permis au peuple nigérien de relever la tête avec fierté et de regagner sa place parmi les nations qui sont connues pour leur hospitalité légendaire. Par son implication directe dans cette libération des otages, le président de la République, Issou Mamadou, a démontré à la face du monde qu'il est un homme de paix et de coexistence pacifique entre les peuples, au-delà de leur appartenance continentale, raciale, ethnique, religieuse et politique. Le PNA Al-Oumma ne serait pas surpris que le prix Nobel de la paix soit un jour décerné à son Excellence Issou Mamadou. Félicitations à notre président, son Excellence Issou Mamadou, et à tous les peuples nigériens, et aussi aux otages français qui ont recouvré leur liberté. Vive le Niger, vive la démocratie, vive la solidarité entre les peuples, vive le PNA Al-Oumma. Je vous remercie. Les membres du bureau régional MRN de Tillabéri se sont réunis hier autour du gouverneur de la région pour féliciter le président de la République suite à la libération des otages français d'une part, et d'autre part présenter leurs condoléances à la nation suite au décès de 92 de nos compatriotes dans le désert, compte rendu Salamatou Bada et Jibono.
Il s'est agi à travers cette rencontre pour les membres du bureau régional MRN de Tillabéri d'adresser ces deux messages au gouverneur de la région, premier représentant du gouvernement, suite à la libération des otages français d'Areva et à la disparition des 92 Nigériens qui ont perdu la vie dans le Ténéré. Le premier message, c'est un message de remerciement. Ça nous fait plaisir d'entendre, en tant que Nigériens, un peu partout, sur toutes les voies, sur toutes les zones de ce pays et à l'international, on parle beaucoup du Niger pour la prouesse que la plus haute autorité a eu à faire. Arriver à la libération après 3 années des Français qui étaient détenus dans le nord Mali. C'est une prouesse, je dis, et c'est un réconfort pour les Nigériens. Et je crois qu'à la MRN, nous ne nous sommes pas trompés. Il faut seulement attendre et nous sommes en train de voir les signes de la victoire et les signes de la réussite et de la renaissance. Vraiment, nous sommes venus dire merci en tant que Nigériens. Merci au gouverneur de la région de Tillabéri. Merci aux plus hautes autorités de ce pays, principalement le président de la République et son gouvernement. C'est ça le premier message. Et de vive voix, nous voulons que le gouverneur le transmette au chef de l'État et au gouvernement. Après ce premier message, le deuxième message, comme je l'ai dit, c'est un message de compassion. Nous voulons, au nom des militants et militantes de la MRN, adresser nos condoléances à monsieur le gouverneur de Tillabéri, nos condoléances aux plus hautes autorités de l'État, nos condoléances à toute la nation et nos condoléances aux familles des victimes, des 92 Nigériens qui ont perdu la vie dans le désert du Sahara. Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la région de Tillabéri a tenu à les remercier pour cette action à caractère national avant de leur rassurer que ces messages seront transmis au président de la République, chef de l'État El Hadji Issoufou Mahamadou, qui se vertit à instaurer la paix au Niger. Une fatia a été dite pour le repos de l'âme des disparus. Le bureau régional du syndicat des opérateurs économiques du Maradi s'est réuni aujourd'hui. À l'issue de cette réunion qui s'est penchée sur la vie de la structure, une déclaration a été rendue publique. Elle est lue ici par El Hadji Boubé Jitao, membre du syndicat des opérateurs économiques de Maradi. Nous, opérateurs économiques de Maradi, réunis en session extraordinaire ce dimanche 3 novembre 2013 dans la salle de conférence du syndicat de commerçants de Maradi, faisant à l'unanimité la déclaration dont la teneur suit. Soucieux du devenir du secteur privé de notre pays, qui connaît un essor particulier sous l'impulsion de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, conscient des multiples réalisations faites par son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République pour le bonheur du peuple nigérien, à savoir la promotion de la bonne gouvernance, le développement social, l'économie de croissance et le développement durable. Surpris et inquiet du comportement d'une classe d'opérateurs étrangers installés dans le village frontalier de notre pays et exerçant leur activité commerciale sans aucun respect des textes réglementant le commerce au Niger. Fatigués de la concurrence déloyale que mène cette classe de commerçants, auprès de qui nous commandions les marchandises qui viennent par la suite s'installer dans notre pays afin de casser les prix des produits commandés et commercialisés sur le territoire nigérien. Nous, opérateurs économiques de la région de Maradi, portons à la connaissance de l'opinion publique nationale notre refus de voir ces commerçants étrangers continuer à la concurrence déloyale. Si toutefois ces genres de pratiques continuent, nous ne serons plus responsables des conséquences négatives que ces pratiques peuvent entraîner sur la mobilisation des recettes publiques, douanières et fiscales. Nous, opérateurs économiques de la région de Maradi, présentons toutes nos condoléances à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, suite au décès de nos frères dans le désert. Que leur âme repose en paix et que
toutes leurs familles et toutes les familles des illustres disparus trouvent notre compassion. Nous félicitons son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, pour les efforts fournis dans la libération des otages français. Je vous remercie. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a animé vendredi dernier un point de presse relativement à une incompréhension sur le nombre de dossiers d'inscription dans les différentes universités du pays. Au cours de ce point de presse, le ministre Asman Abdou a précisé que l'ensemble des nouveaux bacheliers sont autorisés à s'inscrire dans les différentes universités. C'est la partie magazine de ce journal. Bonne réception et excellente soirée à tous. Nous voilà réunis ce soir pour donner la situation exacte des inscriptions, c'est-à-dire au niveau de l'université d'abord de Niamey et de l'ensemble des universités publiques du Niger, savoir l'université de Zender, de Maradi et puis l'université de Tawa. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la dernière fois, il était question d'une incompréhension, surtout quand il était question de chiffres entre les autorités rectorales et puis les étudiants, qui brandissaient un chiffre de 3165 étudiants, c'est-à-dire non inscrits, et dont ils exigeaient l'inscription immédiate. Il y a eu plusieurs rounds de négociations, et ces négociations ont permis aux uns et aux autres, c'est-à-dire de se comprendre. En fait, dans les trois universités, c'est-à-dire de l'intérieur du pays, à savoir Maradi, Zender et puis Tawa, et à notre connaissance, aucun problème ne se pose. Mais là où le problème se pose, c'est au niveau de l'université de Niamey. Mais pour avoir une vue beaucoup plus claire pour l'année académique, enfin pour la session 2013, l'ensemble du bachelier du Niger, tout bac confondu et toutes séries confondues, s'élève à 8763 bacs. L'université de Niamey seulement a autorisé à elle seule, c'est de 8763, j'ai dit bien autorisé, pas inscrit, 6146 inscriptions avec 374 sur la liste d'attente. Ce qui porte ces chiffres, quand vous ajoutez les 6163 plus les 374, ça donne 6520 bacheliers sur les 8763 bacheliers 2014, soit les 74% des bacheliers 2013 ont été autorisés à s'inscrire à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Maintenant, voilà le problème là où ça se pose. Et il est simple à réaliser. Quand vous prenez faculté par faculté, la fac d'agro par exemple a autorisé 230 inscriptions. Autorisées. La liste est là, elle est sortie, elle est affichée. Mais concrètement, à l'heure où nous vous parlons, il n'y a que 180 étudiants qui sont venus pour s'inscrire. Vous prenez la faculté de lettres et des sciences humaines. On a autorisé 2310 étudiants à s'inscrire. Et sur les 2310 étudiants à s'inscrire, c'est affiché, il n'y a que 849 à l'heure actuelle qui sont venus pour s'acquitter des droits d'inscription. La FAST, il y a eu une autorisation de 682 étudiants. C'est affiché aussi, tout le monde peut aller voir. Mais ceux qui sont réellement venus pour s'inscrire, il n'y a que 95, même pas 100, sur 682. La FCEG, les deux facultés d'économie et de droit, la FCEG a autorisé l'inscription de 2330 étudiants. Et à l'heure actuelle, au niveau de l'économie, on a 102 qui sont venus s'inscrire. Et au niveau du droit, on a 192. Les 192 de droit, c'est sur 1366 autorisations d'inscription en faculté de droit. Et les 102, c'est sur les 964 autorisations d'inscription en économie. On continue. La faculté de sciences,
on a 594 autorisations accordées. Maintenant, il y a 594 sont venus s'inscrire. Là, le problème ne se pose pas. Maintenant, sur l'ensemble, quand vous prenez l'université de Niamey, toutes facultés confondues, on a autorisé 6146, comme j'ai eu à le dire tantôt, et actuellement, on n'a que 2012, c'est-à-dire qui sont venus s'inscrire. Donc le problème, en réalité, donc quand vous faites une soustraction simple, vous allez vous dire que, bon, voilà, un grand nombre qui ne sont pas venus. En fait, peut-être bien que les étudiants qui ont été autorisés à venir s'inscrire, ils ne sont pas informés. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment est-ce que vous pouvez déposer, c'est-à-dire une demande d'inscription, une autorisation d'inscription, et que vous ne suivez pas? Et que vous êtes autorisé à le faire, et que c'est affiché, c'est-à-dire sur le tableau de bord, et qu'il n'y a aucun, même parmi vos amis, c'est-à-dire qui va vous informer que vous êtes autorisé à vous inscrire dans telle faculté, que vous ne venez pas. Si vous ne venez pas, c'est qu'en réalité, ça nous amène à la deuxième question que nous posons. On a 4 universités publiques dans ces pays-là, en plus des grandes écoles, c'est-à-dire des universités privées. Et nous avons des universités, c'est-à-dire à l'extérieur du Niger. Le plus souvent, ces étudiants-là font le choix. Et ils déposent des dossiers un peu partout, de Zender à Niamey, en passant par Maradi et Tawa. Et là où l'inscription, c'est-à-dire se trouve, ils font le choix. Et ce choix-là, c'est des conditions qu'eux-mêmes, c'est-à-dire choisissent. Et s'ils remplissent ces conditions-là, ils peuvent préférer rester à Zender plutôt que de venir à Niamey. Alors qu'ils avaient auparavant et au préalable déposé à Zender. Et le problème qui se pose, même à Zender, ce n'est pas dans une seule faculté que les gens se déposent le dossier d'inscription. À plus forte raison à Niamey. Quand ils viennent à Niamey, ça nous dit dans plusieurs facultés différentes qu'ils déposent. Ce qu'ils nous donnent, c'est-à-dire pour l'ensemble du territoire national, en ce qui concerne les autorisations d'inscription, tantôt je vous ai dit que l'ensemble de bacheliers session 2013 est au nombre de 8763. Or, on a autorisé pour l'ensemble du Niger 9255 autorisations d'inscription. Là, vous ne comptez même pas, c'est-à-dire les étudiants qui sont partis à l'étranger. Et faites un tour dans les universités ici, et dans les grandes écoles privées dans Niamey, vous allez rencontrer beaucoup d'étudiants de 2013. À l'étranger, ils sont nombreux à partir. Donc c'est juste une question de compréhension des chiffres et puis de synchronisation, c'est-à-dire surtout des données. Voilà où on en est. C'est la raison pour laquelle on a convoqué, c'est-à-dire ces points de presse, juste pour informer l'opinion sur la nécessité à ce que les étudiants eux-mêmes viennent, c'est-à-dire vraiment s'inscrire. Parce que par mesure expresse, le rectorat de Niamey a autorisé, a prorogé l'inscription de 2 semaines à partir du lundi passé. C'est par mesure expresse. Vous savez très bien, et les étudiants le savent, que le système dans lequel on est actuellement ne permet pas d'accuser un grade d'État, c'est vrai. Mais ils ont pris ça pour eux, Niamey, et là je profite vraiment de l'occasion pour remercier toutes les autorités, c'est-à-dire rectorales de l'Université de Niamey et toutes les autorités de l'intérieur du pays pour avoir au moins observé, c'est-à-dire les instructions données par le président de la République, qui est la première personne, la première autorité à décider, et c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays-là, que l'ensemble des étudiants admis pour cette session 2013 soient inscrits dans les universités.